Le sujet est immense. Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai vu comment on a toujours vécu dans le monde du travail des espèces de mouvements de balancier entre tout ce qui va donner de la structure et de la cause, mais quitte à ce que ce soit un peu figé, qui va aller plutôt dans l'horizontalité du lien pour que les gens se développent en tant que tels, etc. Ça crée pour moi ce que j'appelle un monde bipolaire. C'est-à-dire d'un côté la polarité du savoir, de la hiérarchie, de la structure, et de l'autre, encore une fois, la polarité du savoir-être, du lien, de l'intelligence émotionnelle. Il manque là-dedans une troisième dimension, aussi sûrement que, vous voyez, dans l'histoire, on a basculé d'avant mai 68, société rigide, à après mai 68, société liquide. Dans l'Église, on a basculé d'avant le concile, religion très normée, à après le concile, religion très dans le lien, au risque de s'y perdre. Il manque une troisième dimension, qui est la dimension pour moi de la mission. La mission, c'est du sens actualisé, c'est du sens dans l'ici et maintenant. Et vous voyez très bien, on comprendra immédiatement pour quelqu'un qui est en entreprise, il ne veut pas simplement qu'on lui donne des causes définitives ou qu'on soit sympa avec lui, il a besoin d'un chef qui lui donne des objectifs à hauteur d'homme, à portée de main, en quelque sorte, lui donne une forme de transcendance opérationnelle, c'est-à-dire lui donne un sens qui correspond à ce qu'il est et ce dont le collectif a besoin. Il y a pour moi trois formes de leadership. Il y a le leadership centripète, les gens qui savent embarquer autour d'eux. Donc momentanément, ça suscite un effet, mais on le voit très bien comme en politique. Cet effet meurt si la personne ne construit que sur elle. À l'opposé, pour rejoindre ce qu'on évoquait tout à l'heure d'une horizontalité qui irait trop loin, c'est le leadership centrifuge. C'est le leader qui croit qu'être un bon leader, c'est s'occuper de tout le monde. Poussé à l'extrême, c'est Louis XVI. C'est-à-dire, il voulait tellement prendre bien soin de son peuple sans écouter une réalité autre qui était concrètement la situation de son pays, qu'il a fini par le perdre et se perdre lui-même. Qu'est-ce qui manque justement? Et c'est la troisième forme de leadership, c'est le leadership centriforce, c'est-à-dire c'est un leadership qui embarque les gens autour de la mission, justement. On revient là-dessus. Donc c'est un leadership qui ne se contente pas encore une fois d'aller vers les gens ou de suivre une loi, c'est un leadership qui passe son temps à actualiser l'avancée collective avec une notion clé dont on aura le plaisir de parler, le discernement. Le discernement, voilà. Mon idée sur le discernement, on en parle beaucoup quand on est chrétien, mais c'est précisément de le rendre à tout le monde. Et pour ça, de démouler ce qu'est le pur discernement spirituel, sur lequel les chrétiens sont très bons et sur lequel ils travaillent beaucoup, du discernement opérationnel. Et si on file la métaphore religieuse, je préfère Henri IV à Louis XVI sur le discernement opérationnel. Louis XVI, admirable dans sa vie privée, très bon sans doute pour son discernement spirituel, mais très mauvais chef. Henri IV, pas terrible au niveau de la vie privée, mais en attendant, très au rendez-vous, très sérieux, très costaud sur la décision opérationnelle. Alors le mieux c'est Saint-Louis, mais il y en a un tous les 1000 ans. Donc en attendant, parce que lui cumule les deux, mais en attendant, mon sujet du discernement, c'est comment on travaille sur ce discernement opérationnel des chefs, c'est-à-dire l'aptitude naturelle à prendre des décisions. Si je dois le définir, le discernement, j'ai deux dimensions à prendre en compte. La fonction du discernement, là c'est l'art de donner aux choses la portée qu'elles méritent. Ça c'est grave, ça c'est pas grave. On attend d'un chef non pas de savoir tout sur tout, mais d'apprécier suffisamment chaque situation pour dire à toute étape ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et en fonctionnement, le discernement, c'est là qu'on peut le rendre à tout le monde, mais qui a un lien avec le côté spirituel, je dis que c'est de l'écoute accumulée jusqu'à l'évidence. Discerner, c'est écouter. Donc ça, c'est accessible à tout le monde. Forcément, ça fait appel à la vie intérieure. Plus on a une vie intérieure riche, plus notre capacité d'écoute est développée. Mais ça reste d'abord une dimension opérationnelle naturelle. La spiritualité apporte au moins deux choses. La première, c'est le rapport au silence. Je pense qu'une vie de prière développe en soi le silence. Mais intéressant de voir que, qui qu'on soit, on n'a pas forcément un rapport évident au silence. Il y a beaucoup de gens qui ont des silences inquiets, qui ont des silences agités, qui ont des silences de « qu'est-ce que j'ai encore fait » ou « qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse » ou « qu'est-ce qui va m'arriver ». Le silence est précisément un lieu de réconciliation pour accueillir la mission qui nous revient. Beaucoup de gens qui s'auto-décrètent les missions. Voilà. Et donc, chrétien ou pas, le rapport au silence est favorisé par la vie spirituelle, mais reste d'abord une écoute. Voilà. La deuxième chose, c'est justement, c'est lié, c'est-à-dire que dans l'abandon chrétien, il y a l'acceptation du principe que des choses vont nous arriver qui nous seront favorables et qu'il faut savoir les cueillir pour les accueillir aussi, non seulement à l'instant T par rapport à ce qu'on doit décider, mais dans le temps long aussi, sur ce que j'appelle moi l'intelligence du rebond, c'est-à-dire le fait de se dire que chaque chose
peut être le socle d'un rebond. Donc ça, c'est de la sagesse universelle. Mais, donc c'est pour ça que là aussi, je veux le rendre à tout le monde. Mais le côté chrétien, par le travail de l'abandon, aide à se mettre en position de réception et non pas à vouloir décréter. Beaucoup de gens qui disent que ta volonté soit faite, note de bas de page, je te rappelle la mienne et il serait temps qu'elle se réalise. Donc il y a vraiment que ta volonté soit faite. Pour au moins 3 raisons. C'est-à-dire que la première raison, c'est qu'il y a une démultiplication des crises. Vous voyez bien, il y a une démultiplication des crises. Et donc il y a de plus en plus de choses à absorber pour les hiérarchiser et pour les intégrer. Et pour être capable justement de laisser de côté ce qui est anxiogène sans avoir d'impact, et par contre prendre en compte ce qui est anxiogène à juste titre. Le deuxième sujet, c'est qu'on a de manière générale un problème de casting dans les entreprises, fréquent. Pourquoi? Parce que le système scolaire fait qu'on met plutôt des premiers de la classe comme dirigeants. Alors chez les entrepreneurs, c'est souvent différent parce qu'ils sont construits tout seuls, ils se lancent tout seuls sur le côté entrepreneur. Mais sur le côté dirigeant, c'est moins évident, c'est souvent les premiers de la classe qui savent tout sauf décider. Et donc il y a un vrai sujet pour eux de discernement et d'environnement. Voilà. Aussi sûrement qu'en politique, c'est exactement pareil. Là, c'est plutôt les meilleurs vendeurs qu'on propose, beaucoup plus que les meilleurs décideurs. Donc il y a un vrai sujet de casting. Troisième sujet, c'est que c'est fou de voir ça. Je regardais là récemment, et j'avais la chance de passer sur RCF hier en parlant, je voyais récemment justement des tableaux, des réponses données à l'interview qui a été faite pour tous les participants. Il y avait un paradoxe pour moi de voir que dans les qualités attendues d'un chef ne venait jamais le mot décideur, mais dans ce qui était le plus utilisé dans la recherche chrétienne était précisément le discernement. Moi, je faisais le lien. En disant, si le point le plus important pour vous, c'est le discernement, mais vous ne validez pas cette qualité, peut-être qu'il y a un problème. Eh bien, c'est là que je veux en venir. On ne forme pas les décideurs à décider. C'est fou. On les forme à tous sauf à décider. Et donc, ce n'est pas parce qu'on a plus d'ingrédients qu'on fait une meilleure recette. Faire une recette, c'est pas faire une synthèse d'ingrédients, c'est être capable de prendre les bons ingrédients au bon moment. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a un énorme besoin aujourd'hui de formation là-dessus. C'est un chapitre clé dans le livre que je viens de sortir chez Artege, le discernement à l'usage de ceux qui croient qu'être intelligent suffit pour décider. C'est que, je reviens sur le monde bipolaire, c'est-à-dire qu'on a, quand on regarde aujourd'hui les matières d'enseignement, on a les savoirs et savoir-faire, sciences dures, sciences de prophète, on a les savoir-être, intelligence émotionnelle, sciences de prêtre, et on s'arrête là. C'est-à-dire que 80% des cours en management sont un mix des deux, que j'appelle moi du massage de crampes. C'est-à-dire qu'il y a de la rigidité d'un côté, et puis on met des tables de ping-pong pour assouplir les plans rigides. Il manque une troisième modalité d'intelligence, qui est le savoir décider, qui est une intelligence hybride, qui prend en compte des règles, mais qui se nourrit d'un truc qui bouge tout le temps, qui s'appelle le contexte. Donc je suis tout à fait d'accord, il y a un vrai angle mort dans l'information aujourd'hui, ou dit différemment, on considère que décider est un mécanisme qui va de soi et qu'il suffit simplement d'avoir la bonne information. Et effectivement, je ne donnerai pas de nom à la radio, mais quand on voit nos présidents récents, on voit qu'ils avaient la bonne information, et la phrase s'arrête là, parce qu'on voit qu'avec la meilleure information du monde, ils ne sont pas pour autant capables de produire la bonne décision. Donc le sujet reste prioritairement les mécanismes intérieurs de la prise de décision, et c'est là que pour moi, effectivement, il y a un champ considérable à investir, parce que ça représente en fait un nombre très impactant de conséquences si on le gère mal, et pour autant, on forme si peu les gens à cette qualité-là. Dans l'armée, je pense qu'on a malgré tout, dans notre modalité de travail, un rapport à la décision qui est fait. Pourquoi? Parce qu'on nous fait beaucoup travailler les situations. C'est-à-dire que la matière première du décideur, ce sont les situations. Ce n'est pas les livres, ce n'est pas de l'apprentissage pur. C'est plonger les gens dans de l'aléa à traiter. Et l'armée, intrinsèquement, bien sûr en opération le fait, mais même avant, dès qu'on peut, on nous met des situations à gérer.